très grande. Oh, ben, oui, et j'allais dire qu'il faut, je vais parler très fort, mais en fait, ça va. Donc, je me présente, je m'appelle Pauline Rivière, je suis journaliste au Connecteur, qui est un média sur les sujets d'innovation et d'entrepreneuriat. Et donc, on porte les EPERO sur Clermont-Ferrand. Ce n'est pas moi qui vous expliquer ce que sont les EPERO, puisque Jessica de Marc Auvergne est là. Mais on est très heureux que vous soyez là ce soir. Il y a encore un peu de monde qui va arriver, puisqu'on avait à peu près une 60aine d'inscrits. Et les gens, maintenant, avec mes harcèlements par mail que vous avez pu subir, me préviennent quand ils ne viennent pas. Donc, je pense qu'on en attend encore quelques-uns. Mais voilà, on essaye de jamais commencer trop en retard. Le format, ce sont des pitchs de 4 minutes. Il y en aura 5 ce soir. Puis après, n'importe quelle personne qui est ici peut venir pendant 1 minute se présenter, passer une information, dire quelque chose. Votre zone d'expression, c'est 1 minute. Et puis, c'est aussi 4 petits carreaux de carrelage, pas plus, sinon vous n'êtes plus dans le cadre, puisque, en fait, on capte la soirée. Je voulais d'abord remercier, mais je pense que Jessica le fera aussi. Merci beaucoup, l'AFPA, de nous accueillir dans ce super endroit. Vous avez mis des petits plats dans les grands. Il y en a qui ont eu la petite visite VIP des plateaux techniques. Et les EPERO, c'est des pitchs, mais après, il y a un apéro et on marchera combien? Je ne sais pas, je ne me rends pas compte en mètres. 20 mètres 30? Enfin, des petits pas qui nous amèneront dans un endroit vraiment très, très joli. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit vin d'honneur d'un mariage avec un petit jardin tout fleuri avec des roses. Ça sera très, très sympa et on pourra poursuivre les échanges. Donc, avant de commencer, je vais laisser Jessica prendre la parole sur les 4 carreaux pour expliquer ce que c'est que les EPERO. Et puis, voilà, Marc Auvergne, tout ça. Et puis après, il y aura Isabelle qui viendra faire le petit mot d'accueil de l'AFPA. Et après, en avant avec les pitchs, pas plus de 4 minutes. Voilà, je sors de mon petit cercle et Jessica, je te laisse la parole. Mon petit carré. Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, Jessica Lamponi. Ah oui, donc pousse. Non, oui, bah alors. Bah oui, il y a un micro. Voilà. Ah, on va faire le petit test. Je sais pas trop le faire fonctionner, voilà, ce machin. Comme ça. Très bien. C'est bon là, comme ça? Très bien, oui. J'étais bien. Alors, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis Jessica Lamponi de l'association Marc Auvergne qui porte la marque officielle du territoire auvergnat. Donc, on agit pour l'attractivité et l'image de l'Auvergne, pour une Auvergne qui marque, se démarque et se remarque au niveau national et régional. C'est l'idée de notre association. Et on travaille sur des actions autour de l'image et l'attractivité du territoire pour valoriser tous nos territoires d'Auvergne avec passion et énergie. On est une toute petite équipe, on est 3 au sein de l'association. On a notre président qui s'appelle Monsieur François Gagnère, qui est chef restaurateur à Paris et qui valorise l'Auvergne dans son restaurant parisien. Et on a plus de 600 adhérents au sein du collectif, donc des associations, des collectivités, des entreprises qui nous suivent dans l'aventure pour valoriser l'Auvergne à nos côtés. Voilà, donc il y en a quelques-uns qui sont dans l'Assemblée. Donc merci à vous et de votre soutien au quotidien. Et voilà, on aura le temps de vous le dire à notre Assemblée Générale qui a lieu bientôt. Donc un peu sous l'eau qui vive et pas mal de boulot en ce moment. Mais voilà, je suis très, très contente d'être avec vous ce soir. Et pour notre EPERO Auvergne qui est une scène ouverte en fait aux porteurs de projets et entrepreneurs aux 4 coins du territoire. Donc là, c'est sur Clermont-Ferrand, mais on en a un petit peu partout en Auvergne. Et on les anime et co-anime avec des partenaires animateurs aux 4 coins du territoire, dans diverses villes d'Auvergne, donc sur l'Allier, dans le Cantal, également dans le Puy-de-Dôme et aussi en Haute-Loire. Donc je remercie aussi notre réseau de partenaires animateurs local qui nous aident à les animer parce que je peux pas être partout et effectivement merci à eux de leur engagement et leur dynamisme à nos côtés pour les porter et m'aider aussi à mailler le territoire de ces scènes ouvertes et pour valoriser l'entrepreneuriat en Auvergne parce qu'il y a des belles initiatives sur le territoire un peu partout et je tiens aussi à les remercier ce soir. Je tiens à remercier effectivement l'AFPA de Beaumont. Je prends plaisir à revoir une de nos stagiaires, donc Romane, qui fait son alternance au sein du centre. Donc c'est toujours un plaisir de revoir aussi nos stagiaires qu'on a formés et qu'on a pris plaisir aussi à accompagner.
Voilà, donc merci à l'AFPA de nous accueillir dans ce super lieu. Pour la petite info, on avait fait un EPERO, donc le premier EPERO sur Montluçon, à l'AFPA de Montluçon, du coup. Donc on a été très bien accueillis et c'était une très belle réussite. Et le prochain aura lieu le 17 juin sur Montluçon. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur notre site internet epero.fr. Vous aurez l'agenda de nos événements un petit peu partout en Auvergne. Et en tout cas, merci à vous d'être là ce soir en nombre. Ça fait plaisir de voir autant de dynamisme pour valoriser l'entrepreneuriat et les belles initiatives en Auvergne. Merci à vous. Alors, comme je vois que naturellement, les gens remontent le micro au fur et à mesure, les prochains, je pense que je vais vous le fixer. Parce qu'autrement, après, ça va être vraiment très, très proche. Donc, merci beaucoup. Et oui, on a des organisateurs de EPERO du Cantal qui sont là. Vous pourrez aller les voir. Voilà, ils sont là. Vous pourrez aller leur demander, mais comment est-ce que vous faites ça? Et puis même si vous n'êtes pas de Clermont, vous habitez autour, il y a aussi possibilité de porter des EPERO. Vous n'êtes pas obligé d'en faire tous les mois, hein, mais si vous voulez devenir organisateur d'un EPERO dans votre territoire, c'est complètement possible. Il suffit d'aller voir Jessica. Donc voilà, ne pas perdre de temps, on continue et on va laisser la parole à Isabelle, que je vais chronométrer, même si elle nous accueille, elle a quand même un petit timing. C'est bien parce que maintenant, les retardataires, c'est l'entrée discrète, quoi. Tu peux aller t'installer. Du coup, je vous le mets. J'ai mis des petits badges. Hein. Et vous n'avez pas besoin de vos petites feuilles, vous y allez comme ça, non, un peu style. Bah oui. Ok. Hop, et du coup, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, Isabelle de Herler, je suis la directrice donc, du centre AFPA, enfin des centres AFPA, puisque je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que l'AFPA, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas nos formations et tout ce que l'on peut proposer en dehors des formations. Donc déjà, je remercie Jessica de la marque Auvergne, Pauline du Connecteur, et puis à vous, bien sûr, qui avez pu faire le déplacement jusqu'à chez nous avec un parking, donc c'est toujours plus facile peut-être pour venir. Donc l'AFPA, c'est quoi? C'est 2 centres de formation sur le territoire du Puy-de-Dôme. Donc en effet, il y a aussi Montluçon. En tout cas, ici, on a le centre AFPA de Beaumont et un autre centre qui se trouve sur le plateau de la Sarre, que certains connaissent, qui est plus spécialisé sur le bâtiment. Donc on a ici en formation des formations, je regarde mes collègues qui m'aideront si j'en oublie quelques-unes, donc sur le bâtiment bien évidemment. Donc on aura tout à l'heure une présentation de notre collègue Virginie sur le BIM Modeler, qui est plutôt sur donc, le plateau de la Sarre. Donc toute la maîtrise du bâtiment, conducteur de travaux, BIM Modeler, peintre plaquiste, pour ceux qui connaissent, agent de maintenance du bâtiment, et puis une partie aussi maintenance piscine, donc sur toute la partie vers la Pardieu, hein, notre centre est là-bas. Ici, par contre, sur Beaumont, certains ont visité le plateau que Reda a eu la gentillesse de nous présenter, sur monteur dépanneur frigoriste. On a installation plomberie sanitaire, on a électricité. On a toute la partie informatique, donc 3 formations en informatique. On a les vélos, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, toute la partie cycle, entretien de cycle. On a l'insertion, donc conseiller d'insertion professionnelle, formation de formateurs. Et puis l'industrie, bien sûr, c'est en plus notre cœur ici de métier. Donc tout ce qui est maintenance industrielle, production industrielle, automatisme, voilà. Donc l'AFPA, c'est la formation bien évidemment, mais depuis 2017, et là je remercie Romane que tout le monde à peu près, enfin en tout cas la marque Auvergne connaît bien, c'est donc Romane qui a organisé toute cette manifestation. Donc depuis 2017, on a le village des solutions. C'est quoi le village des solutions? C'est ce petit schéma, donc on est sur la formation, l'accompagnement, l'emploi et le logement, mais notre cœur de métier étant la formation, mais on a beaucoup de freins par rapport à la formation, puisqu'il y a la mobilité, il y a la santé, la parentalité et le numérique. Donc tout ça, on essaye en effet de lever ces freins-là pour que les personnes puissent suivre la formation au mieux et aillent vraiment sur leur but de la qualification. C'est aussi un tiers-lieu qui est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de présentations. On a le CIDFF, que vous en parlera tout à l'heure Nadine, qui est venue faire des présentations. On a aussi des modules de création de CV, on a des modules, des présentations aussi sur l'addiction, tout ce qui peut
en fait relever de ces freins sur la formation. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Donc si un jour vous voyez aussi nos permanences, n'hésitez pas à venir sur ce tiers-lieu. On a ouvert vraiment l'AFPA, et ça c'est dans tous les centres AFPA, à ces permanences. Donc voilà, on a des permanences de la Fédération française du bâtiment, et donc c'est une belle transition. Donc ce soir, le thème de Up Hero est sur la construction de l'urbanisme autrement. Donc je vous remercie. On a un petit lieu bucolique, en effet, un peu après pour échanger, où on pourra échanger autour d'un verre, et j'espère que le temps va se maintenir et pour qu'on puisse en profiter. Donc merci encore à tous d'avoir pu venir nous rencontrer sur nos sites. Voilà, et bonne soirée. Antoine ? Ah oui, pour prendre... Vous pouvez prendre exemple du coup sur Isabelle qui a fait donc 3 minutes 50. Les pitchers ne savent pas dans quel ordre ils vont passer. Et du coup, je vais appeler Damien. J'ai envie que Damien commence avec le projet Dubaï que j'ai mal orthographié. Il me l'a fait. Est-ce que je te l'accroche ou tu penses oui, que tu tu peux vas... m'accrocher. Je vais l'accrocher. Ok. Voilà. Il coûte cher pas qu'il tombe. Et donc, tu as 4 minutes pour nous présenter ce projet Dubaï et donc mimer ton terrain puisque tu n'as pas eu le droit de prendre des slides. Alors, j'ai pas assez de place pour mimer le terrain, voilà, donc je vais essayer de vous le décrire. L'idée de Dubaï, donc Dubaï, ça s'écrit D-O-U, B-A-I-2-L-E, c'est l'anti-Dubaï, l'autre Dubaï que vous connaissez. Alors, c'est un peu particulier, c'est un projet perso. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'asso, il n'y a pas d'entreprise. C'est simplement, comme peut-être certaines d'entre vous, avaient des projets de construction ou d'achat d'un terrain, en gros à la campagne. Donc ça part de quelque chose d'assez simple. Et l'idée, c'est que je voulais peut-être quitter Clermont et m'installer à la campagne, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, le principe de base, c'est ça. Mais j'ai aussi travaillé au Connecteur, le média dont parlait Pauline. J'ai aussi monté un média que vous connaissez sans doute qui s'appelle Tychographie, qui est un média sur les sujets environnementaux dans le Puy-de-Dôme. Et en gros, en travaillant en tant que journaliste sur ces médias depuis bientôt 10 ans, j'ai rencontré plein de gens sur le Puy-de-Dôme qui travaillaient sur des sujets en lien avec la transition, sur l'eau, sur l'énergie, sur les matériaux, sur les déchets, etc. Et je me disais, j'ai envie d'en faire quelque chose, un projet concret, c'est-à-dire au lieu juste de raconter l'histoire des gens, d'en faire un projet avec mes mains, de mettre mes mains dans les matériaux, le bois, la paille, etc. Et donc ça aboutit à ce projet de construction d'un bâtiment qui soit une maison secondaire, qui finalement va être ma résidence principale à Châteldon, donc Dubaï. C'est le nom de ma petite parcelle, que j'ai complètement inventée, je vous rassure, à Châteldon. C'est une parcelle assez simple de 1200 mètres carrés, sur laquelle je voudrais faire, c'est une parcelle assez classique finalement, une parcelle viabilisée, sur laquelle je vais construire ma maison, mais ce sera une maison, ce sera 2 maisons qui seront construites en éco-construction et surtout de manière un peu expérimentale et en documentant les différentes étapes de la construction, c'est-à-dire finalement un particulier qui met un peu d'argent dans un terrain à la campagne, dans le Puy-de-Dôme, mais en posant les sujets de l'autonomie peut-être en eau, en énergie, de la place du végétal pour créer un peu de fraîcheur, pour recréer des espaces pour accueillir la biodiversité, des matériaux qui soient des matériaux locaux, peut-être en chantier participatif, avec des modes d'éco-construction. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? Alors, c'est une expérience personnelle qui ne sera pas forcément idéale, mais qui va essayer de poser un petit peu, voilà, si on pose tous les sujets, qu'est-ce qu'il est possible de faire concrètement, et donc raconter cette histoire à travers un blog donc qui va être bientôt lancé, raconter les différentes étapes sur comment on construit sur un terrain une maison en ossature paille, une autre maison qui sera semi-enterrée de type Earthship, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des maisons de plein pied dont le mur du fond est complètement sous le sol et le mur de devant c'est une serre qui apporte de la chaleur, et il y a des échanges d'air, enfin voilà, c'est différents systèmes de construction de maisons individuelles, mais qui sont plus ou moins originaux. Mais ce qui sera intéressant, je pense, ce sera le fait de le documenter et de voir finalement ce que ça apporte, quelle expérience on peut avoir en tant que constructeur individuel d'une maison comme ça. Donc voilà, Dubaï, ce sont ces 2 maisons et la question du végétal sur le terrain et la question de l'eau, la question de la phytoépuration. Voilà, c'est un petit peu tout ça dans une logique de transition écologique et dans une logique aussi de résilience et d'adaptation à un climat qui va changer, à des étés plus chauds, à moins d'eau demain. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sans trop impacter le territoire autour pour être bien. Et il y aura aussi bien sûr une dimension, il n'y aura pas que le terrain, il y aura une dimension sur la commune de Châteldon qui est vers Puy-Guillaume, c'est un village de 800 habitants. Donc
Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec la collectivité et avec la communauté, les habitants là-bas, les autres associations? Et qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur ce genre de projet au niveau même de la communauté de communes? Donc il y a des choses qui seront au-delà de la fameuse parcelle de Dubaï. Ça va? Oui, 3,45. 3,45. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Damien? Alors, attends, je vais faire, parce que du coup, autrement, on ne les entend pas. Du coup, on fait circuler le petit micro. C'est Reda, il faut vraiment venir lui parler. Il sait très très bien parler des formations de l'AFPA. Bon, moi, juste une question. Est-ce que ce sera une maison passive? Ça sera, alors, la géonef, c'est-à-dire la Earthship, la maison qui est semi-enterrée, sera normalement une maison autonome, mais en fait, on attend, par exemple, les retours des architectes bâtiments de France. Donc il y a aussi, dans tout ce projet, il n'y a pas que la question des matériaux, les questions techniques, il y a aussi les questions juridiques, réglementaires, un peu politiques d'une certaine manière. Donc je n'ai pas encore toutes ces réponses-là. J'espère que ce sera le cas. Mais comme on est en limite d'un périmètre bâtiment de France, il y a des contraintes. Par exemple, est-ce qu'on peut mettre des panneaux solaires, etc. Bon, ça, on ne sait pas encore précisément. C'est en cours de définition. Mais j'espère que ça sera le plus proche de ça possible. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. C'est plus long, du coup, il faut faire comme ça. Hop. Merci beaucoup. T'imagines si tu avais un micro filaire à passer? Ça va comme ça? Bonjour, alors c'était super intéressant et moi du coup ça m'a fait rebondir, alors pas réellement sur une question, mais sur quelqu'un que je connais qui a lancé un projet qui s'appelle le Village des Créateurs, qui est du côté de Bordeaux, enfin entre Bordeaux et La Rochelle. Et en fait il a fait ce que tu disais tout à l'heure, d'expliquer en public les constructions, comment il a monté son projet. Et franchement, si tu cherches quelqu'un qui a fait un projet comme ça et qui l'a mis vraiment à disposition du public, va voir ce qu'a fait Kylian Tallin avec le Village des Créateurs. Le Village des Créateurs, okay, ouais. Ça marche. Et ça va être super intéressant. Okay. Ouais. Il a fait plein de vidéos sur comment il a monté ses chalets, ses machins et ses trucs. Nickel. Alors c'est moins abouti que toi au niveau, on va dire, de la maison qui est un peu réfléchie différemment. Lui, il est parti sur quelque chose d'ordinaire, tu vois. Mais sa communication est top. Franchement, il a fait un truc. Il a même levé 300 000 € grâce à We Do Good. Je ne sais pas si tu connais. We Do Good. We Do Good. We Do Good, d'accord. Ouais, c'est une application. En fait, c'est comme un Kickstarter, sauf que à la place d'avoir des gens qui vont faire des contributions, tu as des partenaires financiers, en fait, qui vont investir dans ton projet. Et lui, il a levé 300 000 € grâce à ça. Et avec la banque, il a pu... du coup, venir avec cet argent. Alors, je comprends que c'est peut-être un montage financier différent. Enfin, après, chaque projet est un peu spécifique, mais c'est intéressant. Tu vois, et donc, va voir ce qu'il a fait. Et aussi, si tu peux aller voir, parenthèse, pareil, c'est du côté d'Orléans. Ils ont fait des tiny house avec un espèce de truc, un jardin. C'est super beau. Et eux, en plus, ils étaient tournés vers l'art. Mais c'est super beau, super beau. Donc, ça peut vraiment te donner des petites pépites au niveau de ta communication. Parce que vraiment, ils étaient très forts, les deux, là. Voilà. Donc, parenthèse et le Village des Créateurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre remarque? Oui, alors je vais aller là. Et ça sera la dernière, puisque en fait, le but, c'est pas qu'il y ait trop de questions, il faut en garder pour l'apéro. Oui, c'est que je ne me rends pas compte, moi, ce qu'il y a comme solution au niveau, je sais pas, pour faire des cloisonnements ou pour la plomberie, l'électricité. En fait, il y a toujours... est-ce qu'on arrive à absolument éviter le plastique ou le placo ou, je ne sais pas trop quoi là-dessus. Alors, mon terrain, il est pour l'instant terrassé, c'est-à-dire qu'on a travaillé le stockage de l'eau, on n'a rien construit encore. Hein, on en est au niveau des plans. Je n'ai pas encore de réponse sur la plomberie et l'élec. Après, sur les cloisons, tu disais, la première maison qu'on va monter, c'est une maison de type paillourte. Je sais pas si ça vous parle, c'est une maison en ossature paille. C'est une maison de 20 mètres carrés au sol, hein, habitable, c'est pas très grand. Mais les murs, c'est des murs en paille, il n'y a pas de bois. Les murs, ce sont des blocs de paille qui sont reliés entre eux et qui sont recouverts d'enduit terre. L'idée, c'était de prendre que des matériaux locaux, biosourcés, en habitat léger, qui peut être démonté, etc. Et donc, par exemple, pour ce genre de cloison, en termes d'inertie thermique et de perspirabilité, c'est-à-dire le fait d'équilibrer l'hygrométrie à l'intérieur de la maison par rapport à l'extérieur, c'est apparemment une solution assez intéressante. Mais tout ça, je vais le tester. Et peut-être que je vous dirai dans un an, en fait, faites pas ça. C'est pas du tout une bonne idée. Et normalement, tout ce qui est enduit terre,
ce qui est intéressant, c'est que tu peux creuser dedans et refaire finalement juste avec le matériau terre toi-même. Voilà, c'est des choses, c'est des maisons aussi, alors qui prennent, enfin, je ne sais pas si ça prend plus de temps à monter, mais c'est des maisons qu'on peut faire évoluer soi-même et d'ailleurs qui peuvent être normalement montées en chantier participatif. D'ailleurs, si je peux me permettre, juste une dernière chose, si vous êtes intéressé par mon projet, simplement pour en savoir plus, parce que le but c'est un peu raconter ma vie, ok, ça sera un petit blog, mais je vais essayer de le faire bien et proprement à travers des podcasts. Je vais monter un site, pour l'instant ce sera juste une newsletter pour commencer, et ça va s'appeler donc Visite Dubaï, j'aime bien les jeux de mots, donc visite en anglais, hein, Visite Dubaï, mais donc DOUBAI2LE.fr, je ne sais pas si on pourra envoyer un lien. On pourra. Voilà. Et donc je pourrai être en lien avec vous sur la newsletter et sur les chantiers participatifs. Si ça vous intéresse de venir voir sur 1 ou 2 journées, il y aura des journées participatives comme ça. Ça pourrait être assez chouette de se revoir à ce moment-là. Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Damien. Ah oui, mais maintenant, oui, c'est ça, je suis un petit peu encombrée. J'en ai 2. Et donc, maintenant, on va laisser la parole à... Hop, là, je me remets sur mon petit carré. Tu es un petit peu décalé, il faut vraiment faire attention. Lucie Grolet, d'Assemblia. Ah bah, oui, mais œil de taupe, on m'appelle, du coup, je te le mets comme ça. Bon, n'importe. Hop, qui va nous parler en fait d'un mot que j'ai découvert, qui était l'urbanisme transitoire et donc les réflexions de l'Assemblia à ce sujet. Du coup, je te laisse la parole et tu as 4 minutes, pareil, pour nous raconter l'urbanisme transitoire et pourquoi vous avez envie de réfléchir là-dessus. Alors, donc moi, je représente la société Assemblia. Donc, on est à Clermont-Ferrand, à Clermont-Nord. Historiquement, en fait, c'est la fusion donc de Logidom, qui était le bailleur social de Clermont-Auvergne Métropole, et donc qui a fusionné en 2020 avec la Société d'équipement de l'Auvergne, donc suite à la loi Elan. Avant, historiquement, on se concentrait sur le logement social. Maintenant, on fait du logement pour tous. On aménage des quartiers. On fait également de l'accession abordable. Enfin voilà, tout un panel d'activités liées au cadre de vie. Et donc dans ce contexte-là, on est propriétaire de plusieurs biens, bâtis et non bâtis. Et donc l'idée, c'est de mettre à profit ces biens qui, pendant une période donnée, ne sont pas utilisés. Donc on fait l'acquisition de biens en vue de futurs projets d'aménagement, de construction. Et il va se passer 2-3 ans où on va faire des études préalables pour le futur projet, mais ce bien, il ne va pas être occupé. Et donc, en fait, nous, on souhaiterait faire de l'urbanisme transitoire, c'est-à-dire avoir des usages qui sont définis pendant un temps donné, donc vraiment limités, avec un cadre très précis, et donc qui pourrait permettre de préfigurer des usages, d'être un tremplin peut-être pour des associations, des porteurs de projets, donc de mettre à disposition des locaux, des terrains non bâtis, et pour qu'à la fois nous, ça nous permette en fait de pas avoir la gestion de ces biens, et que pour les porteurs de projets, ça puisse être un dispositif qui peut leur permettre de développer leur activité. Et pourquoi pas, après, dans le temps, si tout ça est satisfaisant, continuer une collaboration. Mais voilà, alors l'idée, c'est vraiment d'avoir un alignement des planètes entre un porteur de projet et un site qui pourrait correspondre à son activité ou son projet. Donc c'est de la dentelle. J'ai pas de... Tout de suite, on a commencé à cibler des locaux et des terrains qui pourraient servir. Mais voilà, faut des gens qui correspondent à ces espaces. L'idée, c'est de mettre personne en danger. Donc c'est pareil, si le bien il est plus ou moins en situation d'insécurité, forcément, on ne va pas le proposer. Donc voilà, c'est vraiment, et je pense que pour le coup, ce genre de moment, c'est l'occasion pour nous de rencontrer des gens qui potentiellement seraient intéressés par ce dispositif-là. Alors à Clermont, à ma connaissance, il n'y a pas eu encore de choses comme ça. L'exemple un peu emblématique en France, c'est les Grands Voisins à Paris. Il y a encore le site internet de cette expérience. Bon, alors on est sur une échelle qui est un peu qui est propre à Paris, hein, avec des surfaces que nous on ne sera pas en mesure de proposer. Mais voilà, l'idée c'est vraiment pendant un temps bien défini et de mettre à disposition
voilà, des espaces et que ça permette d'égrener comme ça des dynamiques économiques, d'usage. Donc voilà, donc on est complètement aux prémices de cette réflexion. Et donc on a commencé à engager des discussions avec le Connecteur, qui est une super plateforme donc pour mettre les gens en relation. Et voilà, petit à petit, on essaye de rencontrer des gens qui pourraient être intéressés et de voir ce qui pourrait matcher en termes de programme et de biens. Voilà. 3,56. Waouh! C'est pas évident, hein? C'est dur comme exercice, hein? Mais tu l'as parfaitement bien réussi. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, oui, hop, tiens. Oui, bonjour, merci Bonjour. pour cette présentation. Est-ce que c'est uniquement la métropole ou ça va être plus large? Alors, nous, notre territoire d'intervention, c'est le Grand Clermont. Après, on intervient plus largement selon le besoin des communes, les sollicitations et ce qu'on est capable aussi d'apporter comme compétences et savoir. Donc voilà, principalement, tout de suite, on est sur ce territoire-là. On a aussi un peu dans l'Allier, on a une antenne dans l'Allier, mais vraiment, notre territoire, c'est le Grand Clermont. Peut-être que le Grand Clermont, parce que le découpage, tout le monde ne le maîtrise pas, peut-être Oui. pas forcément. Il y a quoi dans le Grand Clermont? Alors, il y a Clermont-Ferrand et sa métropole, donc c'est 21 communes. Monsieur Bernard, il confirmera. Et après, sur Orion, Limagne-Volcan et Mont-d'Arverne Communauté, voilà, plus largement. Pardon? Et Billon. Et après, là, c'est vrai qu'on intervient aussi dans des territoires ruraux, parce qu'il y a un besoin aussi. Et c'est vrai que c'est des territoires qui n'ont pas forcément l'ingénierie au niveau de l'aménagement. Donc voilà, ça arrive ponctuellement aussi qu'on vienne intervenir sur le département, mais bon, c'est plutôt vraiment ponctuel. D'accord, donc le projet, il pourrait être étendu sur tout votre secteur, en fait? Ah oui, oui. En fait, c'est vraiment en fonction d'un porteur de projet, d'un site. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire, voilà, demain on va faire ça. En fait, j'en sais rien. Peut-être qu'on va faire une guinguette, peut-être qu'on va faire, j'en sais rien. C'est vraiment ouvert à toutes les propositions, la rencontre d'une personne avec un lieu. Lucie, elle m'a dit plusieurs fois le mot guinguette, à mon avis. Ah oui, oui. Ah, c'est sympa, on aime tous les guinguettes. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah non, non, pas juste. C'est-à-dire que si après on n'entend pas, désolé, quand on prend la parole, il faut qu'on t'entende. Et oui, non, sur les durées, en fait, ça se compte en mois, ça se compte en années, en fait, comment ça se passe et sur le type de lieu, est-ce que ça peut être des petits lieux ou c'est forcément des très grands lieux, en fait? Alors, il y a j'ai envie de dire toutes les configurations possibles, sachant que voilà, on est quand même sur l'échelle de Clermont, donc on n'arrivera pas, voilà, je pense, aux dimensions parisiennes. Mais donc pour la durée, c'est environ 2-3 ans, c'est le temps qu'on met à faire entre l'acquisition, les études préalables, valider voilà, toutes les... on a des fouilles archéo, l'architecte des bâtiments de France, voilà, c'est tout un tas de rencontres, d'études faites par les architectes, donc c'est 2-3 ans. Et donc après, nous, on passe à la phase de travaux, donc par contre, il faut que tout soit libéré. Et les locaux, ça peut être vraiment du petit local type profession libérale, à un plateau, à un terrain complètement libre. Après, c'est vraiment, je pense, aussi la question de la sécurité par rapport aux assurances, par rapport à la réglementation incendie, des choses comme ça qui sont plus techniques et beaucoup moins drôles. Ce qui pourrait être un frein, parce que on peut avoir l'idée maintenant quand on passe en pratique, finalement que c'est pas trop possible. Donc voilà, mais voilà, 2-3 ans et après les locaux, ça peut être un bâtiment, ça peut être. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bien sûr. Juste concrètement, si jamais il y a un porteur de projet qui est intéressé, qu'on accompagne, on vous l'envoie... Je vous donne ma carte. Voilà, concrètement. Oui, concrètement. On vous contacte directement et... On verra le cahier des charges, les besoins, et nous, si on a quelque chose à disposition... Parce que vous avez déjà une liste de biens qui pourraient potentiellement être en attente de porteurs de projet. Oui. OK. Merci. Et après, comme c'est, voilà, comme je vous dis, on est aux prémices de la réflexion. Forcément, plus ça va avancer,
plus préalablement on va se dire « Ah bah tiens, ce site-là, il pourrait faire l'objet d'un partenariat ». Et donc, en fait, on va prendre cette gymnastique dans ça va devenir tout une notre habitude process, ça va après, devenir bien une sûr. habitude. Ok, merci. Merci. Voilà, et ben merci beaucoup, c'était extrêmement clair. Ah, tant mieux. Bah oui, et du coup, pardon. Oui, Claire, oui. Et du coup, Lucie, elle est à votre disposition au village des solutions, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'urbanisme transitoire. On va laisser la parole à Guillaume. Et oui, dans ce petit cadre-là, il ne faut pas en sortir. Je vais t'installer le micro. Guillaume qui a fait une formation AFPA, notamment. Voilà. C'est une promo. Ben oui. Oui, c'était c'était même pas fait exprès. Et du coup, on va lui laisser présenter son activité. Tu as 4 minutes. Fais attention, faut pas... Voilà, parfait. Bonjour à tous. Et tu es Action. à l'aise, détendu. Comme la dernière fois. Oui, quand même, oui. Il m'a dit, j'espère que je dirai moins, en fait. On va compter. Voilà. Et go. Oui, donc moi j'ai fait l'AFPA l'année dernière, donc en 2023. Et si je remonte un petit peu avant, j'ai toujours bien aimé en fait le côté travail manuel, le côté décoration, le côté beaux objets, beaux espaces. Donc j'ai fait des études d'art appliqué, design d'espace, design d'objets. Ensuite j'ai travaillé dans la scénographie, donc dans le retail design pendant une quinzaine d'années, dont 10 chez Ralph Lauren où je faisais des showrooms, des vitrines, des événements. Donc c'est là que j'ai appris tout le côté bien faire, le sens du détail, créer des univers, le jeu des couleurs, des matières, voilà. Suite à ça, j'avais envie de changer, donc en fait j'avais eu un projet avec Emmaüs où j'avais refait une boutique, donc j'étais encadrant technique, j'accompagnais des gens et j'avais refait une boutique avec eux en fait, des gens qui étaient en insertion et une collection de vêtements aussi. Et ensuite, changement de territoire, je suis arrivé à Clermont-Ferrand, j'ai continué un petit temps dans l'associatif et je me suis dit, ça y est, après avoir fait la crise de la trentaine, je vais faire ma crise de la quarantaine, quoi. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu peux apporter aux gens. Et donc, du coup, je me suis dit, tu as les compétences en agencement, en fait, décoration, agencement et remanier des espaces. J'avais déjà refait aussi tout un appartement pour moi avant. Et par contre, tu n'as pas le côté technique, parce que faut connaître les règles, il faut connaître le DPU, il faut connaître plein de choses. Donc du coup, j'ai refait 2 appartements dans un premier temps pour vraiment me tester. Et ensuite, je suis venu me former du coup à l'AFPA sur les conseils de la Chambre des métiers qui m'a dit, en fait, si tu veux te poser à ton compte, il faut que tu connaisses un peu tous les métiers, il te faut des assurances décennales derrière. Donc du coup, en fait, pour la seule formation qui peut en fait te donner ça, c'est l'AMB en fait, parce qu'il va devoir toucher un peu à l'élec, un peu à la plomberie, un peu à du ratissage, un peu à du placo, un peu à la peinture. Donc j'ai fait cette formation pendant 6 mois. Et à la suite de ces 6 mois, en fait, j'ai lancé ma structure donc en novembre dernier, ou plutôt relancé, parce qu'avant j'étais que sur la scénographie en freelance, ce que j'avais fait un peu en entre-deux. Et là, maintenant, je propose en fait de rénover des appartements, donc sur la partie agencement et sur la partie faire des travaux. Donc sur mon quotidien, ça peut être aussi bien faire des plans que venir chez vous demain et changer vos toilettes, quoi. Voilà, grosso modo. Je finis sur le mot toilette. Voilà. Merci, tu avais encore, voilà, très synthétique. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, moi, là, j'en ai une, en fait, c'est plutôt une remarque, puisque, en fait, j'ai fait aussi appel à tes services, et notamment sur le choix des matériaux et sur l'accompagnement, en fait, que tu peux faire, c'est horrible de prendre les tics des gens aussi, que tu peux faire sur comment, à partir d'un espace qui est sympa, mais un peu neutre, comment on rajoute des éléments qui permettent ou des matériaux de qualité qui permettent, parce que c'est vrai, j'ai entendu souvent des réflexions, tu me disais, tiens, ça vient de Leroy Merlin, on le sait. Et du coup, comment tu vois, tu as cette approche de se dire, parfois, il ne faut pas grand-chose pour que ça fasse vraiment la différence. Oui, j'aime bien, alors déjà, j'aime bien chiner à la base, en fait, et j'aime bien tout ce qui va être récupération. J'aime bien aussi me servir des éléments d'origine qu'il y a dans un espace. Donc, je suis vraiment sur la partie intérieure. Donc, voilà. Mais je n'ai pas une crédence qui va être d'origine ou un sol ou peu importe. Et ensuite, il y a toujours le rapport entre le coût que va
des matériaux ou le coût qu'une tâche va le temps qu'une tâche va prendre et donc du coup son coût. Et du coup, essayer de jouer un petit peu entre tout ça. Mais pour moi, par exemple, les matériaux qui vont imiter quelque chose, c'est quelque chose que je proscris plutôt. Quoi. Plutôt, non, on ne fait pas ça. Mais voilà, ou par exemple sur, je sais pas, une salle de bain, plutôt que de se recarreler toute la salle de bain, il vaut mieux avoir un petit bout de carrelage quelque part où là, vous allez payer 60 balles, 100 € votre mètre carré de carrelage, plutôt que 20 €. Mais si vous en mettez 3 fois moins, au final, en termes de coût, voilà, quoi, ça peut se jouer. C'est aussi, je ne sais pas, moi, sur des exemples, plutôt qu'une cuisine prise chez le meilleur des cuisinistes avec tous les services qui vont avec, et ils ont des très très beaux services et c'est très 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 bien. On peut prendre des fois des cuisines un peu moins chères, mais par contre, vous allez mettre un très bon plan de travail en massif qu'on va aller trouver dans une scierie. Et voilà, et du coup, votre prix, au final, va être quasiment le prix d'une cuisine très haut de gamme, mais elle va avoir elle va être beaucoup moins chère qu'une cuisine très haut de gamme, où elle va être sur un prix un peu similaire, mais par contre, ça va être... faut arriver à jauger, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Arriver à jauger entre les matériaux que vous allez miser et sur là où on peut baisser les coûts. Et souvent aussi chez les clients, c'est qu'on se rend compte que les gens aiment bien les pages de déco et les trucs assez originaux, etc. Et au final, on demande du blanc sur du blanc, quoi. Et voilà, et du coup, c'est aussi proposer des couleurs, proposer des matières, les amener un petit peu par touche, essayer de réveiller un endroit sans dépenser des fortunes et juste en essayant de trouver la limite de la personne, mais jouer un petit peu sur les limites de la personne qu'on a en face de nous. Et voilà, savoir si le terracotta qu'on ne voit pas partout, des fois, est-ce qu'on va le reproduire encore ou pas, ou comment on va lui ramener autre chose, voilà, par exemple. Me regarde comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre remarque? Oui, on est obligé quand même. On prend la parole, on prend le micro. Oui, merci. Réveiller un endroit, je trouve que c'est super beau, voilà, avec des couleurs. Donc merci pour cette belle métaphore. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre remarque? Sinon, Guillaume sera à votre disposition au coin apéro pour parler... Je connais aussi ça. Pour parler d'éco, ça rime aussi. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi. Je vais récupérer le micro. Merci. Je vais redonner la parole à l'AFPA. Sophie, pas du tout. Du coup, Virginie, qui va nous parler de ce mystérieux mot qui a été utilisé plein de fois, BIM Modeler, puisque c'est en partie pour construire autrement. C'est ça. Donc 4 minutes, c'est pas parce que tu es de l'AFPA que tu auras plus. Hop, et go. Alors bonsoir. Alors BIM Modeler, des gros mots tout de suite. Alors on n'est pas dans Astérix, c'est pas Bim Bam Boom. BIM, c'est quoi? BIM, c'est en anglais Building Information Modeling, en français bâtiment, information, maquette. Donc c'est une formation où on va apprendre à des gens à devenir dessinateurs en cabinet d'archi ou en bureau d'études. Autrefois, le dessinateur faisait des plans 2D. Maintenant, on est sur des plans en 3D avec des maquettes. Et le BIM, concrètement, pourquoi ce mot et pourquoi ça existe? Eh bien, c'est que cette maquette, on a renseigné chacun des éléments qui se trouvent à l'intérieur. Chaque porte a toutes les informations correspondant à elle-même. Chaque mur est renseigné, chaque fenêtre est renseignée. Et toutes ces informations permettent de faire vivre cette maquette. Et cette maquette est en fait un jumeau numérique du bâtiment que l'on va construire ou que l'on est en train de rénover. Sous l'impulsion d'une directive européenne, les États européens sont censés faire cette transition vers le BIM pour se faciliter la vie, faire des économies, faire de l'écologie, parce que ça nous permet d'être écologique, parce que ce BIM nous permet de réduire les coûts, réduire le temps, réduire les erreurs sur les chantiers. Et sur les chantiers, des erreurs, il y en a plein, tout le temps. Ça coûte beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup de temps. Et donc, ça nous permet de réduire tout ça, en fait. Le BIM nous permet ça. Et donc, l'Europe nous incite tous à faire cette transition et aller vers le BIM. Donc, aujourd'hui, cette formation à l'AFPA nous permet de former les employés d'aujourd'hui et de demain au BIM. Donc, on peut venir en formation
en complète reconversion et venir apprendre ce métier, ou on peut venir aussi tout simplement pour évoluer dans sa carrière et passer de simple dessinateur à BIM modeler pour demain être efficace et pouvoir candidater sur des projets en BIM. Puisque demain, sous l'impulsion de cette directive européenne, demain, en France, on sera obligé, à un moment, on sera contraint de faire des projets publics ou même marché privé en BIM. Et du coup, ce BIM impose de respecter des conventions, de respecter une méthodologie de travail, de fournir des maquettes aux clients, de partager sur des plateformes numériques, etc. Si on ne connaît pas tous ces codes, si on ne sait pas ce que c'est, si on ne nous en a jamais parlé ou si on n'a jamais vu à quoi ça ressemblait, ça va être un peu compliqué. Donc, il va falloir se former et apprendre à utiliser cet outil pour demain aller vers le mieux. Et le BIM suit le bâtiment de sa conception, de sa toute première genèse, puisque c'est le client au démarrage qui dit « je veux que ce projet soit en BIM ». Donc il dit « voilà, j'arrive, mon projet, je veux que ce soit ça, j'ai tant d'argent et je veux que ce soit en BIM ». Et le BIM va suivre le bâtiment jusqu'à sa fin de vie, jusqu'à sa déconstruction. Et va permettre la gestion du chantier, on va gagner du temps. La livraison du chantier, le client récupère le jumeau numérique. Et à la fin, en fait, ce client va pouvoir utiliser ce jumeau pour gérer la maintenance de son bâtiment. Puisque quand il devra modifier des cloisons, changer des fenêtres, oh zut, j'ai 3 serrures qui sont cassées. Il aura juste à aller dans sa maquette, cliquer sur la porte en question, cliquer sur la serrure en question, il aura toutes les références, il pourra aller commander chez le fournisseur la bonne serrure pour la remplacer, il pourra mettre à jour ou faire mettre à jour par quelqu'un en tout cas sa maquette au fur et à mesure des modifications et des réaménagements et faire vivre son bâtiment et avoir un suivi complet numériquement pour avoir la certitude d'être toujours, d'avoir toujours toutes les bonnes informations, que ce soit dans ses dossiers d'archives ou dans son bâtiment. Extrêmement bien expliqué. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Du coup, ce fichier, le jumeau numérique. Ce jumeau numérique, du coup, il est accessible en ligne ou c'est des fichiers physiques qu'on transmet par clé USB ou est-ce qu'il y a un moyen de centraliser l'information? Alors, ça peut être les deux. Ça va dépendre en fait du degré de confidentialité imposé. Par exemple, quand on va faire un bâtiment pour des militaires ou pour la police, on va très peu utiliser le cloud. Ça va beaucoup être des clouds très privés, très sécurisés, mais à terme, ça finira sur des disques durs et ce sera transmis de la main à la main, parce que ce sera très sécurisé. Mais sinon, oui, on peut travailler en cloud, ou on peut travailler, en effet, enfin à la fin, on peut livrer le document sur clé USB ou disque dur directement au client. Mais en fait, le BIM nous permet de justement travailler en cloud et de travailler sur des plateformes justement d'échange, pour que tous les acteurs puissent avoir accès à toutes les informations du projet. C'est le principe du BIM. Le BIM, concrètement, c'est 3 piliers. C'est une maquette en BIM, une plateforme d'échange et des formats universels d'échange, notamment le format IFC, qui est un format commun, international, qui nous permet d'échanger des maquettes, quel que soit le logiciel sur lequel elle a été conçue. À partir du moment où on l'a convertie en IFC, toutes les informations, qu'elles soient graphiques ou textuelles, chiffrées, sont disponibles pour l'ensemble des personnes qui viendront lire cette maquette. Ok, merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question? Tu peux faire passer. Sur quel éditeur travaillez-vous ou est-ce que vous travaillez peut-être en Open BIM? Alors, éditeur, je ne vois pas trop de ce que vous voulez parler. La formation se fait sur le logiciel Revit, donc on travaille avec Autodesk. On forme les stagiaires sur Autodesk, AutoCAD en 2D et Revit en 3D. Mais après, ils peuvent intégrer n'importe quelle entreprise qui travaillerait sur d'autres logiciels de 3D, comme Archicad par exemple. Parce que concrètement, les logiciels de 3D actuellement du bâtiment fonctionnent tous un petit peu de la même manière. Donc nous, ici, on les forme sur Revit, Autodesk, mais le fonctionnement du logiciel 3D, c'est je vais chercher un outil, mur par exemple, je vais cliquer du point A au point B pour tracer mon mur qui va se modéliser en 3D, et après je vais renseigner dans un tableau, je vais renseigner toutes les informations de ce mur. Quel type de béton, est-ce qu'il a de l'isolant ou pas, etc. Je vais le renseigner.
Que ce soit le logiciel Revit, Archicad, Allplan ou tout autre logiciel de 3D de modélisation de bâtiments, ils fonctionnent tous pareil en fait. Donc les outils ne sont pas rangés au même endroit, ils ne s'appellent pas pareil, mais très vite on peut se réadapter. Et est-ce que vous conseillez certaines GED ou... Alors non, je ne conseille pas parce que en fait, selon chez qui on va travailler, chacun va avoir des plateformes d'échange, des GED comme vous dites, propres ou qui ont leurs préférences. Il y en a plein aujourd'hui, à tout tarif. Donc nous ici, on ne conseille rien en particulier. Moi, j'ai tendance quand même à aller vers Croquis, qui a quand même été développé par le gouvernement. Donc c'est pas plus mal, hein, pourquoi pas. Qui n'est pas si cher malgré tout. Au départ, c'était gratuit, mais bon, maintenant c'est payant. Mais qui est malgré tout pas si cher. Et surtout, qui est un outil qui est très polyvalent et très simple, très accessible. Voilà, il est très intuitif, très accessible. Merci. De rien. Une autre question ouais. Et alors moi j'en ai une au passage aussi. Est-ce que ça veut dire qu'avec cette traçabilité, au moment de la déconstruction, on facilite la réutilisation des matériaux parce que justement on sait ce que c'est et du coup on peut les réemployer? Le jumeau numérique nous permet d'avoir toutes les informations. C'est quand on dit jumeau, c'est pas une blague, c'est vraiment la copie conforme du bâtiment dans lequel on est. Et ça nous permet d'avoir un quantitatif chiffré de chacun des matériaux. On connaît la quantité de béton, on connaît la quantité de ferraille, on connaît la quantité d'électricité, de plomberie, on a tout le linéaire. Donc on peut sortir ces chiffres et on peut anticiper, il va falloir que je fasse venir tant de bennes pour récupérer mon béton, tant de bennes pour récupérer ma ferraille, ma plomberie, etc. On peut anticiper tout ça, donc on gagne de l'argent, on gagne du temps et on peut justement déconstruire intelligemment et réorienter les matériaux là où ils sont censés aller. Bien. Et donc, dernière question. Ça a l'air très intéressant, mais est-ce que tout l'écosystème du bâtiment est déjà au point? Les fournisseurs, les artisans, ils en sont où là-dessus? En France, on a un léger retard par rapport à nos voisins. Alors, on a un léger retard parce que aussi notre gouvernement n'a rien imposé pour le moment. Nos voisins ont été moins frileux. En Angleterre, en Italie et en Espagne, ça y est, c'est imposé chez eux. Tous les marchés publics doivent être en BIM. Nous, ce n'est pas une obligation. Alors, ils le font de plus en plus. Quasi tous les marchés publics, maintenant, la demande est faite que ce soit un projet BIM, mais il n'y a aucune obligation. Le fait qu'il n'y ait aucune obligation fait qu'il n'y a aucune... Il n'y a rien qui impose, on va dire, aux entreprises et à tout cet écosystème, justement, de passer le pas et de se mettre au BIM. Donc, en France, on est légèrement en retard pour toute la partie exécution, notamment la partie artisan. Les clients, les gros clients, on va dire, CHU, hôpitaux, etc., eux sont au BIM, universités, etc., eux, ils veulent du BIM. Les archis se mettent de plus en plus au BIM. Et les bureaux d'études techniques se mettent au BIM. Toute la partie conception, le BIM, c'est bon, c'est acté, ça marche. Ça fait des années qu'on travaille dessus. Ça fonctionne. Maintenant, on a un petit peu essuyé tous les plâtres. En exé, en France, justement, toute la partie exécution, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, les plâtres sont en train d'être essuyés, ils sont encore en cours de séchage et du coup, ça se fait progressivement. Il y a depuis 2017 des livres blancs et des cahiers de retour d'expérience qui se font. On a notamment à la FFB beaucoup d'infos qui circulent sur les retours d'expérience, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'on conseille, qu'est-ce qu'on déconseille. Le message à faire passer, en fait, et c'est un petit peu mon objectif avec cette formation et mon objectif à l'AFPA, c'est de faire passer le message aux entreprises, aux artisans surtout, que le BIM, il ne faut pas que ça leur fasse peur. On leur a mal vendu il y a des années. Le BIM, ça ne fait pas peur. On ne demande pas aux artisans de changer de métier. On leur demande juste de savoir se rendre sur une plateforme d'échange, une GED, une plateforme d'échange. Donc savoir ouvrir un navigateur Internet et aller sur une plateforme pour pouvoir consulter les documents. Savoir manipuler la maquette, mais ça c'est dans n'importe quelle visionneuse gratuite en ligne, on peut manipuler la maquette et la faire tourner et aller trouver les informations dont on a besoin. Ça, il y a des petites choses qui peuvent se mettre en place, c'est pas compliqué, vraiment, il n'y a rien de concret. Et c'est tout en fait, manipuler la maquette, sortir les informations dont on a besoin et se rendre sur la plateforme et renseigner sur la plateforme. Donc il n'y a rien qui fait peur, mais il faut juste passer le pas. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Virginie. Virginie. Toujours. Je vais
Le petit micro, ouais. Le petit micro. Donc pareil, Virginie sera à votre disposition si d'un coup vous vous dites « Ah tiens, si je faisais BIM, une petite formation BIM pour étoffer mon expertise ou voir une reconversion professionnelle parce que ce que vous aviez en tête, finalement, n'aboutit pas ou que vous êtes en train de faire une crise de la trentaine, la quarantaine ou la cinquantaine. » Je vais laisser la parole à Nadine pour parler de Bâti-Elle avec le CIDFF. Hop, je t'équipe. Oui, et donc tu as toujours cette petite zone un peu frustrante. Alors pour ceux qui me connaissent, bonsoir. Moi je suis punie parce que je suis plutôt du genre à... Oui, et nous on n'a pas mis des petits murets, mais peut-être qu'on le mettra pour la prochaine fois. C'est pas grave. Donc ça c'est un vrai défi. Oui. Bâti-Elle. Donc tu dis CIDFF. Alors ce soir, oui effectivement, je suis la directrice du CIDFF 63, mais ce soir je vais représenter toute une équipe. Donc Bâti-Elle, bâti c'est bon, et les ailes comme ça les ailes, pas E2LE comme le CIDFF. Donc Bâti-Elle, c'est donner l'envol à travers les métiers du bâtiment à des publics qui sont à partir de 16 ans. Et qui sont dits les invisibles. Je ne sais pas si ça vous parle, les invisibles, c'est, socialement, personne ne me retrouve. Je ne suis inscrit nulle part. J'existe, mais je ne suis inscrit nulle part. Et quand j'ai 16 ans, c'est peut-être parce que la vie m'a un petit peu bousculée et qu'à un moment donné, j'ai décroché et je me suis arrêtée. Alors, pas arrêter de vivre, mais arrêter d'aller à l'école. Arrêter d'aller travailler, arrêter de côtoyer la société quelle qu'elle soit. Je me suis arrêtée et je me suis posée, voire je me suis cachée, donc je suis devenue invisible. Et l'équipe de Bâti-Elle, c'est porté par les compagnons bâtisseurs, qui est donc, on est inscrit en consortium. Compagnons bâtisseurs est notre chef de file, donc les compagnons bâtisseurs, à l'aide aussi des métiers du bâtiment, vient redonner du beau dans un espace privé. Et il faut savoir que effectivement, quasiment cette beauté se fait dans des habitations. Beaucoup de femmes, alors je crois que c'est presque 80% des logements sont remis en état pour des femmes qui vivent seules dans leur appartement, dans leur petit lieu de vie avec leurs enfants, éduquant seuls leurs enfants. Ce qui explique qu'on est venu nous chercher. Puisque le rôle du CIDFF, c'est d'accompagner donc les femmes. Donc c'est un centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et notre racine et notre colonne vertébrale, c'est de venir sécuriser une femme dans son parcours, puisqu'elle aussi, à un moment donné, elle a été un petit peu bousculée par la vie, tout simplement. Et donc, on voit bien que la compétence des compagnons bâtisseurs plus la compétence du CIDFF fait qu'on peut aider cette jeune femme et cette femme à se redresser et à s'inscrire dans les métiers du bâtiment parce qu'elle n'y va pas tout de suite. Hein, voilà, on appelle ça, c'est notre combat régulièrement, les métiers dits au masculin. Et ces femmes, si elles ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, comme le CIDFF n'accompagne que des femmes majeures, on est allé chercher un autre partenaire qui s'appelle les missions locales. Donc les missions locales, eux, c'est leur racine par contre, et leur champ de compétences d'accompagner les très très jeunes publics. Et puis quand on est aussi humain, parfois la vie nous a tellement bousculé que le handicap est venu aussi cohabiter avec notre quotidien. Et là, on est retourné chercher un autre partenaire qui s'appelle l'ADIS Service, dont le métier est aussi d'accompagner les publics en situation de handicap. Et puis il en manque encore. Et on peut être aussi sans logement, sans possibilité de se nourrir, donc hébergé d'urgence, aidé sur le champ de l'alimentation par des services collectifs et des services d'État. Et là, on est allé chercher le secours populaire. Donc on voit bien qu'entre les compagnons bâtisseurs, le CIDFF, ADIS Service, la mission locale et le secours populaire, on embarque tout ce public à travers une technique que vous connaissez quasiment tous, les métiers du bâtiment. Et on les aide à se reconstruire parce que tous ces publics sont persuadés, peu importe qui ils sont, d'être nuls, de ne servir à rien. Et à travers donc de faire un enduit, un peu de peinture, refaire un carrelage, ça met du beau, vous le disiez, ça redonne, je ne sais plus quelle était l'expression, de la beauté, ou ça réveille. Ça réveille, eux, ça les remet juste en vie.
Voilà, c'est ça, Batiel. Et on a besoin de vous tous, par contre, pour nous aider à les accompagner. Merci beaucoup. Et t'as vu, j'ai pas bougé. Du coup, elle peut rester là maintenant pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'en ai une. Donc, concrètement, comment vous identifiez les bâtiments, enfin, les logements à rénover et en fait, pour être sûr, et comment vous construisez les équipes? Est-ce que c'est la personne qui vit dans le logement qui fait les réparations? Est-ce que c'est un groupe? Enfin, comment ça se passe concrètement en organisation? C'est le collectif de ces jeunes que l'on a repéré. C'est-à-dire qu'on va à toute l'équipe, on fait du repérage. C'est-à-dire qu'on a un éducateur de rue qui est un animateur de la mission locale. Et cet éducateur de rue se promène, voilà, lui, il travaille à l'extérieur, en continu, et il repère ces publics qui sont invisibles. Il les invite à venir nous retrouver sur le dispositif Batiel. Et les collectivités, donc pour l'instant, on est inscrit sur le territoire d'API, Aglo-Pays d'Issoire, et les collectivités jouent le jeu et nous mettent à disposition, donc on a des conventions qui sont signées, nous mettent à disposition des espaces, et ces espaces, on les réhabilite avec tout ce public qui essaie, à travers la technique du bâtiment, de se reconstruire, avant de reconstruire le bâtiment. Très bien, oui. Hop. Pourquoi spécifiquement les métiers du bâtiment et pas d'autres métiers? Parce que dans notre jargon pro, on dit toujours de la personne quand elle est vraiment tombée, écroulée, qu'elle n'a plus envie d'exister ni d'aller plus loin, qu'il faut l'aider à se reconstruire. Et on trouvait très très beau, puisque c'est notre cœur de métier, nous c'est IDFF, d'aider l'autre à se reconstruire. Donc de s'associer et d'être associé dans ce consortium avec des personnes qui pratiquaient la technique du bâtiment. Et puis c'est se sécuriser, parce que la plupart d'entre eux vivent aussi dans la rue. Donc il y a toute cette connotation autour du bâti. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre remarque? Est-ce qu'on peut faire... Oh là là, le téléphone qui sonnait, c'est sa punition. Moi, juste une question. Est-ce qu'on a des parcours finalement qui débouchent vers des emplois pérennes? Alors, quand je dis on a besoin de vous tous, oui, parce qu'on cherche aussi des entreprises qui puissent accueillir et des centres de formation qui puissent accueillir donc ces jeunes et moins jeunes pour leur donner une chance de reprendre l'école du travail. Parce que là encore, on n'en a pas parlé, mais c'est très très difficile pour eux. Et on a donc le dispositif a ouvert ses portes en octobre 2024 et on a la chance que parmi ces jeunes, puisque ce sont ce qu'on appelle des entrées et des sorties permanentes, un jeune ait trouvé un emploi déjà. Et 3 d'entre eux ont trouvé un logement, donc ne sont plus à la rue. Et il y a une chose très très importante, c'est la notion de temps. C'est-à-dire que tout ne peut pas se faire comme ça très très rapidement, mais ça prend du temps. Et on en a 2 qui avaient trouvé un emploi dans une entreprise. Et c'était dur parce que ça faisait des années qu'ils avaient décroché. Et donc ça a duré 3 jours. Pour l'autre, ça a duré 15 jours. Et ça décroche. Mais ce n'est pas un échec, c'est juste une étape dans cette reconstruction. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bien, merci beaucoup, c'était un très beau témoignage. Et donc là, c'est le dernier pitch qui n'est pas seul. Pitch, ah oui. On m'a dit, mais c'est quoi un pitch? Donc, présentation, qui n'est pas celui prévu, puisque de la paille à la poutre a eu un empêchement, mais au pied levé, on a un autre projet autour justement du bâti ou du construire autrement, que j'aime beaucoup. Et donc, je demandais à Camille de venir dans le petit cas. Elle n'était pas au courant, elle était là, moi, je n'avais pas spécialement prévu. Ah, il y a quelqu'un qui est parti avec le micro. Parfait. Et du coup... Je vais lui laisser la parole. Je lui ai dit que si elle n'avait pas prévu 4 minutes et qu'elle voulait en faire que 2, elle avait le droit, puisqu'elle remplace au pied levé. Donc, Camille, je te laisse présenter le projet. Bonsoir à tous, je suis Camille Beauchamp
Et effectivement, quand le thème de l'EPERO, j'ai vu que c'était construire, aménager autrement, ça m'a parlé parce que déjà, je suis ingénieure en aménagement urbain de formation. J'ai travaillé 15 ans en bureau d'études sur des projets divers et variés, infrastructures routières, ferroviaires, espaces urbains, évidemment. Et depuis peu, j'ai décidé de dédier mon activité à un espace sous-coté, clairement, le cimetière. Alors, on y pense peu, on le regarde peu, c'est un espace qui est un peu désaimé aujourd'hui en France, et pourtant c'est un espace qui a plein de potentiel et qui bouge très peu. On n'innove pas dans les cimetières, on a toujours cette vision des cimetières extrêmement gris, uniformes, très minéralisés, et finalement l'innovation n'a pas sa place. Alors moi j'ai décidé de faire un peu bouger les lignes et de prendre 2 casquettes. La première, c'est que j'ai gardé mon métier d'ingénieur et aujourd'hui je fais du conseil aux collectivités sur leurs problématiques liées au cimetière. Ça peut être mon cimetière va arriver à saturation et je ne sais pas trop quoi faire. On va regarder un petit peu quelles sont les typologies funéraires, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut anticiper et puis surtout comment on peut y intégrer une dimension éco-responsable. On parle des reprises de concessions, comment on peut réemployer les monuments, maintenir le patrimoine funéraire, le patrimoine architectural, etc., dont nos cimetières sont remplis. Il peut y avoir des sujets de moi j'aimerais bien végétaliser mon cimetière, il est beaucoup trop minéral et en même temps je ne sais pas du tout comment faire, où je vais le faire. C'est un espace assez particulier où il y a des contraintes, il y a des réglementations à prendre en compte. Donc j'accompagne les collectivités sur tout ça. Et puis accompagner les collectivités c'est très bien. Elles sont gestionnaires de ces espaces, elles ont le pouvoir pour les faire évoluer. Il y en a qui vont carrément vers des cimetières naturels, des cimetières paysagers. Mais s'il n'y a que les collectivités qui agissent, on n'aura fait que la moitié du chemin. Puisque l'autre volet, en fait, il est personnel, c'est le choix qu'on fait pour notre propre sépulture. Alors, il y en a peut-être qui vont choisir la crémation, mais pour ceux qui vont choisir une sépulture plus traditionnelle, une inhumation, aujourd'hui, la norme, c'est le monument minéral. Il faut savoir qu'il a un impact carbone assez fort, il y a beaucoup de béton. C'est des pierres qui, pour la grande majorité, viennent d'Asie, donc d'assez loin. Il y a des filières françaises qui existent et qui sont très bien. Ce n'est pas la majorité du marché aujourd'hui. Et donc, il faut proposer un peu autre chose. Sauf que sur le marché aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Et un type de sépulture qu'on ne valorise pas, ou très peu, ce sont les sépultures végétalisées. Les sépultures de pleine terre végétalisées. Parce qu'on n'en voit pas, parce que souvent on ne sait pas qu'on peut en faire. C'est beaucoup la question que j'ai. Ah bon, on peut faire ça? Et donc, pour donner envie aux gens d'aller vers ces sépultures végétalisées qui ont plein d'atouts, j'ai créé des stèles funéraires innovantes qui sont pensées pour ces sépultures végétalisées et qui sont aussi pensées pour la biodiversité. Donc, le projet s'appelle Cimelo. Il existe l'entreprise est créée depuis pas encore 1 an, donc c'est vraiment tout frais. Vous pouvez aller voir sur le site internet, c'est imelo.fr. C'est des stèles on a travaillé sur apporter de la couleur, apporter des décors qui n'évoquent pas le funéraire, qui sont plutôt inspirés par la nature. Et puis, on a des petites spécificités qui font qu'elles vont avoir un intérêt pour la biodiversité. On va proposer des semences qui vont être des semences locales, pensées pour apporter de la nourriture, de la ressource à la biodiversité et pour créer des sépultures qui vont avoir, on espère, moins d'impact, qui vont avoir moins d'impact que des sépultures traditionnelles. Tant sur offrir de la ressource alimentaire que préserver les cycles de l'eau, les cycles des sols. Voilà, je trouve que c'est un domaine dont on parle peu, mais qui est passionnant. En tout cas, moi, je suis passionnée et Pauline me dit 3 minutes 50. Donc, je conclue sur ça. Et si vous êtes une collectivité en particulier qui avait des questions, des questionnements en cours, n'hésitez pas. Moi, je serais ravie d'en discuter avec vous. Merci beaucoup. Une présentation rondement menée. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Alors, j'arrive. Hop. Bonjour. Est-ce que ce genre de sépulture demande beaucoup plus d'entretien qu'une sépulture minérale? Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est une question récurrente. La question de l'entretien, ça c'est une évidence. Alors j'ai envie de dire oui et non. Donc une sépulture minérale, ça s'entretient, quoi qu'il en soit. Il faut aller démousser, nettoyer si on veut que ça reste un petit peu joli. On ne peut pas y planter, donc on vient souvent y déposer des fleurs artificielles ou des fleurs en pot qui durent peu longtemps. Donc il y a quand même cette notion d'entretien si on veut que ça reste sympathique à voir. Sur une sépulture végétalisée, effectivement, il y a du végétal. On dit végétal, on pense entretien. Il n'y a pas forcément beaucoup plus d'entretien. Nous, on propose de végétaliser avec des semences qui sont plutôt un effet prairie fleurie,
qui vont justement occuper l'espace pour éviter qu'il y ait des plantes qu'on dit indésirables qui viennent s'installer sur la sépulture. Donc en ça, on va déjà, limiter l'entretien. On va être plutôt sur le principe d'une gestion raisonnée, c'est-à-dire on vient faucher 1 à 2 fois par an. Ça, c'est ce qu'on préconise, c'est l'idée. Et puis, quand je parlais des collectivités, elles ont aussi un rôle à jouer. Il y a des collectivités qui vont faire le choix de dédier des pans entiers de leur cimetière aux sépultures végétalisées. Elles vont avoir des règles un petit peu plus strictes. Vous n'avez pas le droit de déposer des fleurs artificielles ou des pots en plein milieu. Et en contrepartie, nous, collectivités, on va s'occuper de l'entretien. Donc elles vont passer régulièrement, comme c'est des grands espaces vides, on va dire plutôt vides de décoration et autres, elles n'ont plus, entre guillemets, qu'à passer la tondeuse régulièrement. Donc c'est aussi plus simple en entretien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les monuments minéraux, vous le voyez peu ou pas dans les cimetières, mais les collectivités, elles ont énormément utilisé de produits phytosanitaires pendant des décennies pour qu'il n'y ait pas un brin d'herbe qui pousse, parce que c'était ce qui était attendu par la société. Mais ce n'est plus le cas, elles n'ont plus le droit de le faire aujourd'hui, et c'est une bonne nouvelle pour la biodiversité, pour nous, pour eux aussi, pour les personnes qui travaillent dans ces espaces. Et du coup, ça leur pose des soucis. Parce que justement, entre les tombes minérales, quand il reste 10 cm et qu'il y a une mauvaise herbe qui va aller se mettre, il faut aller la chercher, il faut aller passer le rotophile. Le rotophile, ça fait des projections, ça projette des cailloux, ça abîme, etc. Donc, repenser les espaces pour accueillir plus de sépultures végétalisées, ça peut paraître plus contraignant, mais si c'est bien pensé, ça ne l'est pas. J'espère avoir convaincu tout le monde. Je crois que l'argumentaire, il a fait mouche. Est-ce qu'il y a une autre... Deux questions. Hop. Ah oui, il y a du soleil, je vois que tout le monde est comme ça, on n'avait pas pensé à ça. Alors moi, ce n'est pas une question, je vous avais vu au premier pitch. J'ai été convaincue et j'ai donc amené ma mère quand il y a eu le salon Made in Auvergne, qui a adoré, et on en a parlé à mon père qui a 92 ans et je lui ai dit « Papa, tu vas bientôt mourir, voilà ce que je te propose, c'est super ». Et il a beaucoup aimé. Donc Merci voilà. beaucoup. Merci, c'est cool. Moi, je me questionne sur les inscriptions, comment ça se passe sur... comment est-ce qu'on repère les tombes Alors, petit effectivement rappel pour tout le monde, ce qui est obligatoire sur une sépulture, c'est d'identifier nom, prénom du défunt et date de naissance et de décès. Nous, c'est pour ça qu'on a travaillé une stèle, parce que ça permet quand même d'identifier, de matérialiser l'espace de la sépulture. Et sur cette stèle, on a différentes façons de faire apparaître, du coup, évidemment, nom, prénom, date, éventuellement un petit message personnalisé. Voilà, on a développé des modèles qui sont, on va dire, sur catalogue, sur étagère, mais en fait, les demandes qu'on a aujourd'hui vont plutôt aller vers de la personnalisation. Les gens viennent pour le concept. Ah, j'adore ce modèle-là, j'adore ça. Mais est-ce que vous pourriez, moi j'aimerais mettre un petit message ou quelque chose. Donc à chaque fois, on va aussi adapter la demande. Mais évidemment, on fait figurer nom, prénom. Et c'est dans quelle matière du coup ? Alors aujourd'hui, on a choisi l'acier thermolaqué, ou l'acier brut ou thermolaqué, les deux sont possibles. Alors c'est un matériau qui peut être discutable d'un point de vue impact environnemental, ça j'en suis bien consciente. Pour autant, aujourd'hui, il permet quand même d'avoir une grande souplesse de réalisation. C'est un matériau qui est aussi constitué d'acier recyclé lui-même. Les fabricants évoluent pour avoir de plus en plus de parts d'acier recyclé. Et des fabricants vont aussi aujourd'hui sur des aciers qui sont dits bas carbone. Alors il faut faire attention à ce qu'on met derrière, c'est pas tout rose non plus. C'est un matériau qui est aussi recyclable en fin de vie. Mais pour aller encore plus loin dans la démarche, Cimelo a d'autres pistes de développement pour aller vers des matériaux encore plus vertueux et pour aller aussi vers du réemploi. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est dans les cimetières anciens, on aime tous un peu ce cachet des cimetières anciens. On a des belles stèles qui sont sculptées, on voit un travail très artisanal, assez sympathique et qui souvent se perd, se dégrade, etc. Et on est en train aussi de se poser la question de voir comment on peut revaloriser ça. Donc c'est aussi une de nos pistes de développement. Est-ce qu'il y a une dernière question ? Deux dernières. Alors, des petites questions et des réponses rapides, du coup. Très bien. Oui, ça sera une petite question rapide. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques années. On a été suivis ensemble par une structure. Du coup, je vois l'avancement. Juste pour savoir, est-ce que du coup, certaines communes ont accepté de libérer de l'espace et signer des contrats pour pouvoir aménager ce genre de stèle ? Alors côté études, oui, parce que je faisais quasiment pas de publicité jusqu'à aujourd'hui sur mes activités de conseil et j'ai déjà fait 4 études qui sont en lien avec une des transitions de cimetière.
sur le territoire, on va dire, autour de Clermont-Ferrand. Donc c'est très encourageant. Et côté activité Simélo, j'ai la collectivité de Pont-du-Château qui a investi dans des stèles et qui a, sous la forme, on a monté du coup sous le format expérimentation et on les a installés dans le cimetière. On les a donnés à voir dans le cimetière, on a expliqué la démarche, on les met en valeur. Voilà, pour leur donner. Voilà. Donc oui, il y a des collectivités qui s'engagent et c'est chouette. Et j'aimerais qu'il y en ait plus. Et dernière question de... Dernière question. Alors, j'ai été formateur pendant 15 ans dans les cimetières en France, donc je n'ai pas la seule à aimer ce domaine. Et j'en ai vu pas mal en métropole, dom-tom. Effectivement, il y a pas mal de travail en dom-tom. En 2023, on a quand même 46% de crémation. Je suis aussi, personnellement, j'ai eu cette expérience-là. C'est assez impersonnel, je trouve, les jardins du souvenir. Pourquoi pas aussi se diversifier sur ce domaine-là, parce que on les met dans des petites cases au fond du cimetière, comme on peut, et c'est un peu dommage. On n'a pas oublié le côté cinéraire, évidemment. On le traite de deux façons. Je suis complètement d'accord avec vous sur le cinéraire. Il y a à la fois on a des stèles qui sont plus petits formats pour les personnes qui vont choisir des caves-urnes. Donc les caves-urnes, c'est des mini-concessions qui sont destinées à l'inhumation des urnes. Et effectivement, sur le côté cinéraire, je suis totalement d'accord sur le côté un peu impersonnel et en tout cas très standardisé des jardins du souvenir, donc des espaces de dispersion qu'on va retrouver. Et on commence à avoir des demandes pour des communes pour créer des espaces de dispersion qui vont être justement un petit peu novateurs, un petit peu pensés différemment. Donc oui, c'est aussi une piste de développement parce qu'il y a aussi une attente et un besoin sur ça, complètement. Je vous rejoins. Eh bien, merci pour ce super témoignage et ce dernier pitch. Et donc avant, vous avez disparu, c'était pour mettre en place l'apéro et tout ça, oui. Mais avant l'apéro, si jamais justement vous voulez venir pendant 1 minute, vous présenter, passer un message, dire quelque chose, c'est ce qu'on appelle le micro ouvert. Du coup, vous venez là et vous parlez, vous avez 1 minute pour faire circuler l'information. Parfois, il y a plein de monde, parfois, il n'y a personne, ça dépend. On lance, allez, c'est micro ouvert. Est-ce que quelqu'un veut se saisir du micro? Hop. Bonjour, je me présente Gaël Aimé de l'atelier de Malosa et je vais lancer une formation sur tout ce qui est impression 3D pour les artisans. Qu'est-ce que ça peut leur apporter et quelles techniques utiliser dans leur métier, notamment dans le bâtiment, mais pas que. Ah bah d'accord, c'était... c'est rapide. Merci beaucoup. Alors moi, je n'avais pas prévu de prendre la parole ce soir, mais comme on est sur le sujet de la construction et du bâtiment, ça m'inspire. Figurez-vous qu'il y a 1 an, j'étais sur le marché d'Aubière et j'ai vu une maison abandonnée. Il devait y avoir un projet qui devait la raser et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Cette semaine, j'ai contacté le fils du propriétaire et qui m'a informé qu'en fait, elle était de nouveau à la vente. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler ce soir. Donc, je verrais bien dans cette maison un tiers-lieu. Il y a un jardin, il y a un terrain de 900 mètres carrés. C'est en plein centre d'Aubière, il y a les bus, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, je me dis peut-être qu'il y aurait des personnes qui seraient intéressées par monter un collectif autour de ce projet. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut venir faire passer? Venez, hein, n'hésitez pas, vous venez, vous prenez la parole. Hop. Merci. Donc bonsoir à tous, moi je me présente, je m'appelle Blandine et je représente la Fédération française du bâtiment. Ouais. Voilà. On a un peu parlé de nous, on a dit de super choses sur nous, super choses sur le bâtiment. Et moi je viens vous présenter ce soir une initiative de la Fédération qui s'appelle les trophées Les Constructeurs Engagés. C'est des trophées RSE. On a souhaité mettre en lumière les initiatives exemplaires des entreprises du bâtiment, parce qu'il y en a, malgré que le secteur soit un petit peu pointé du doigt sur tous les sujets environnementaux, sociaux, etc. Et donc nous, on a lancé ces trophées-là. Donc nos adhérents peuvent candidater dans 2 catégories. Une catégorie plutôt sociale qui s'appelle constructeur engagé pour l'emploi responsable, et une deuxième catégorie plus environnement qui s'appelle constructeur engagé pour la transition environnementale. Donc voilà, je vous invite à suivre sur nos réseaux sociaux toutes ces entreprises qui mettent en place de belles initiatives.
Merci beaucoup, c'est fait. Ça y est. Oui, faites exactement comme ça. Voilà, levez-vous et prenez le petit micro. Merci. Content que tu puisses venir. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Aurélien. Je représente l'entreprise Montois Frais que je voulais vous présenter assez rapidement. En fait, Montois Frais, c'est une entreprise spécialisée dans le cool roofing. Ça parle peut-être pas à tout le monde, je vais expliquer mieux. Aujourd'hui, en fait, à cause des vagues de chaleur qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus intenses, nos villes, elles étouffent, nos bâtiments, ils surchauffent, et malheureusement, il y a des personnes qui décèdent ou subissent ces effets néfastes de la chaleur. Chez Montois Frais, nous, on a décidé d'agir en transformant les toitures en boucliers thermiques efficaces. Pour ça, on utilise donc le cool roofing, qui veut dire en anglais rafraîchir le toit. Globalement, c'est un revêtement réflectif blanc qui va renvoyer 90% des rayons du soleil pour diviser par 2 la chaleur de la toiture. Sachant qu'en toiture, en été, on peut aller jusqu'à 90 degrés. Ça va permettre de réduire de manière passive la température au sein du bâtiment. On va gagner entre 3 à 7 degrés, ce qui va permettre d'améliorer le confort des occupants. Donc, notamment pour les EHPAD, les écoles, ce genre de choses. Donc si jamais vous connaissez des gens qui ont des problématiques de chaleur ou vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur le sujet, n'hésitez pas à venir m'en parler. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je suis Je l'ai assez bonjour, je suis Léa Delhomme, je suis designer graphique et je porte la thématique de la communication responsable. J'invente rien, c'est un thème qui est porté par l'ADEME. Mais je ne suis pas là pour parler de ça, mais plutôt pour faire une invitation, parce que je vois que, vu la thématique, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par le secteur du bâtiment. Je fais partie d'un club business qui a justement une belle sphère bâtiment. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous pour pitcher devant ces personnes. Voilà, donc n'hésitez pas à venir me voir après pour être invité. C'est gratuit, un petit déj, c'est cool. Mais il y a un nom ou pas du tout? C'est mystérieux? Non, c'est un groupe BNI, mais le mot fait peur parfois. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire passer un message? Tout le monde a envie d'aller boire un petit coup dans le jardin. Dans ce cas-là, on va clôturer ce apéro construire autrement. Le but de ce apéro, c'est de montrer aussi que derrière une thématique, en fait, il peut y avoir des regards très très différents sur le sujet. Et je pense que c'est aussi la richesse de ce format-là. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses, que vous vous êtes dit, wow, il y a vraiment des gens qui font des choses incroyables en Auvergne. C'est un peu le but des apéros.